il y a une résistance qui se met en place à tous les niveaux, que ce soit au niveau gouvernemental, avec comme je le dis, la vraie République, c'est-à-dire celle dirigée par Laurent Gbagbo. Au niveau économique, vous voyez que les bailleurs de fonds coupent tout lien. On va même jusqu'à mettre l'embargo sur les médicaments. On va jusqu'à à retirer la signature sur les livres comptes de la Côte d'Ivoire au niveau de l'UEMOA, et donc une extension de la BCAO. Il y a tout un processus mis en place, si vous voulez, une armada confectionnée pour permettre à la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens de plonger plus bas que terre. Donc, il fallait, pour tenir le coup, vraiment s'organiser. Et comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on appelle Charles Blé Goudé, qui malheureusement aujourd'hui est à la CPI et que je salue et que je respecte beaucoup. Ce monsieur a une fois de plus organisé la résistance au niveau de la jeunesse ivoirienne. Et vous avez constaté que, aux mains nues, nous avons essayé de défendre notre pays une énième fois. Mais c'était, hélas, sans compter véritablement le fait que cette fois-ci, Nicolas Sarkozy et toute la communauté internationale avaient décidé de faire véritablement un passage en poste, même sur le corps des Ivoiriens. Et il y a eu carnage à Abidjan. Il y a eu carnage pour permettre à Ouattara de s'installer au pouvoir. Dans un cadre républicain, dans un cadre purement républicain, il est, si vous voulez, le leader des jeunes patriotes. Il a un mouvement politique qu'on appelle l'Alliance des jeunes patriotes, qui est en plus un mouvement de lobbying dont le COJEP faisait partie, le COJEP qui est son mouvement à lui. Donc, quand les jeunes vont le voir, pour dire général, il s'était proclamé général de la rue, mais c'est juste péjoratif. Quand ils disent général, on fait comment? Le pays est attaqué, il faut bien qu'on le défende. Il dit, mais vous ne pouvez pas défendre le pays en étant dans les milices et dans des composantes non reconnues, non conventionnelles. Je souhaite que vous allez vous faire enrôler dans l'armée ivoirienne de manière légale. Compte tenu de son aura et du fait que, d'une manière ou d'une autre, il avait ses entrées dans la République, il suffisait pour lui de voir les généraux pour leur dire « Ah, les enfants... » Puisque l'armée même avait besoin de recrutement, en fait. L'armée avait besoin de recrutement. C'était pour lui de galvaniser ces jeunes-là pour dire « Allez vous faire enrôler et que de manière légale, vous défendez votre pays. » Ce n'est pas constituer une milice. C'est pas constituer une milice. Moi, je veux dire, par exemple, que si vous, madame les journalistes, vous avez votre pays est attaqué, que vous avez un jeune frère qui est là, et que l'armée a besoin de bras valides, vous allez lui dire, mais va t'enrôler dans l'armée, puisque le pays a besoin d'être défendu. Cela a existé partout dans le monde. On a fait, je ne sais pas, je n'ai pas les thèmes militaires, mais parfois il y a eu la réquisition sur tous les plans. La réquisition humaine, la réquisition alimentaire, la réquisition matérielle. Le ministère de la Santé passe régulièrement des contrats avec l'Union européenne. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a respecté ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, c'était à l'Union européenne maintenant de respecter, elle, son engagement vis-à-vis de la Côte d'Ivoire en fournissant les médicaments et le matériel médical à la Côte d'Ivoire. La commande avait été faite et tout, etc. Le bateau, ce qui est grave, c'est que le bateau qui était chargé de la commande ivoirienne venait livrer les médicaments en Côte d'Ivoire. Il était sur la mer. Lorsque l'embargo a été lancé, le navire qui transportait la commande ivoirienne de médicaments a été détourné sur Dakar. Vous dites non, vous n'allez plus en Côte d'Ivoire, mais vous allez à Dakar pour décharger les médicaments que la Côte d'Ivoire a commandés sur Dakar. Et à partir de Dakar, certainement que c'est revenu en Europe. Ça, je ne sais plus quelle trajectoire les médicaments ont suivi, mais ce que je sais, c'est que les médicaments ne sont plus arrivés à Abidjan. Alors, pendant ce laps de temps, vous vous rendez compte? Il y avait rupture de médicaments. Les gens qui étaient blessés, qu'on amenait dans les hôpitaux, on ne pouvait plus les soigner. Les gens qui étaient malades, on ne pouvait pas les soigner. Les officines qui étaient servies par rapport à cette commande de médicaments n'avaient plus de médicaments. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un crime contre l'humanité, ça. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'abominable qui a été fait à la Côte d'Ivoire. Et cette période-là, il faudrait bien qu'un jour, on puisse ouvrir une enquête, qu'on puisse en parler et que les coupables là, répondent de leurs actes, parce que ce n'est pas normal. Comme toujours, ce sont ces médias internationaux, radio et télévision, financés par le ministère des Affaires étrangères, qui sont financés sur le budget national. Ce sont ces médias, vous le savez comme moi, qui donnent le ton. Et l'autre, la presse française, elle est suiviste. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, elle suit généralement la ligne officielle du pouvoir.
France 24, RFI, France 24, c'est du matraquage. Franchement, c'est du matraquage. La presse française en Afrique, notamment en couvrant les événements en Afrique, c'est que ces journalistes deviennent des acteurs. Ce ne sont plus des observateurs. Ce sont des acteurs. Ils ont leur parti pris. C'est connu, enfin, ce salaud, la rédactrice en chef. Il faut le dire, tout le monde le sait. Il faut une des grandes rédactrices en chef, patronne de la rédaction d'RFI, a dansé le jour où Gbagbo a été abattu, sorti, a dansé dans son bureau, sous les yeux d'un certain nombre de journalistes, ravie, heureuse qu'elle était. Je crois qu'il faut le dire, je le lâche, pardonnez-moi, mais c'est rapporté par un journaliste intérieur qui était accablé en voyant ça. Tout le monde sait qu'il y avait des anti-Gbagbo, mais primaires, un paquet. C'est nul. C'est simplement, bon, c'est comme ça, parce que c'est l'Afrique, parce qu'on est des chefs, hein, et vous entendez un journaliste, pardonnez-moi, un petit journaleux parfois, dire « j'aurai sa peau ». Sa peau politique, bien évidemment, alors on y va. C'est ça la France-Afrique, ma chère. J'ai envie de dire, c'est plus ça que les voyous qui prennent de l'argent, qui vont, vous les verrez toujours, ceux-là. Mais ceux qui distillent cette information et qui agissent de manière aussi unilatérale et grotesque, ceux-là, ce sont les véritables pourfondeurs, j'ai envie de dire, de la morale politique. Il y a quelques mois, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion. On arrivait aux abords du 11 avril 2012, donc un an après la fin du coup d'État et la chute de Gbagbo. Ça faisait 10 ans que le titre existait. On a monté une espèce de coup, un numéro qui à la fois est sorti ici en France, mais qui est sorti aussi en Côte d'Ivoire, mais sous l'appellation Nouveau Courrier. Ici, à la place, il y avait écrit Nouveau Courrier, qui est donc le quotidien phare avec notre voix de la presse dite bleue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la presse plutôt pro-Gbagbo. Et c'est exactement le même contenu, puisqu'il a été coproduit rédactionnellement par le Nouveau Courrier et le Gris-Gris. Simplement, en l'appelant Nouveau Courrier, on permettait de le sortir en Côte d'Ivoire et d'être vendu normalement. Alors il a quand même reçu un blâme. Oui, on a toujours des trophées quand même. Alors le blâme, en plus paradoxalement, c'est à cause des propos d'un politologue français, Michel Galli, qui a appelé l'accession au pouvoir de Ouattara le coup d'État franco-onusien. Et le Conseil national de la presse ivoirienne a infligé un blâme au Nouveau Courrier pour cette expression, et donc au Gris-Gris aussi, hein, nous sommes solidaires dans la douleur. Et puis, il y a sur Internet des choses sur lesquelles on tombe qui ne souffrent pas de discussion. Je veux dire qu'il y a ici, le 8 décembre 2010, l'AFP annonce que l'Afrique du Sud lâche Gbagbo. Je veux dire, le 20 mars, Zuma est à Abidjan, où il réaffirme que d'après lui, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ça ne dérange pas l'AFP. Ici, on a, là c'est de l'escroquerie intellectuelle, c'est Paris Match. En tout début de crise, dans les premiers jours de décembre, il n'y a pas encore véritablement d'affrontement. Pour pouvoir jouer sur ces logiques d'affrontement, de violence, pour pouvoir titrer Gbagbo-Ouattara le face-à-face armé, alors que leur article dit que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'affrontement. Mais pour pouvoir étayer ce titre qui les excite, ils vont chercher une photo où on voit des gens qui manifestement s'affrontent dans la rue. C'est une photo qui date de janvier 2010. C'est même écrit sur le... J'ai pas fait d'enquête, hein, j'ai trouvé ça sur leur site. Mais ils l'utilisent sans vergogne pour prouver, pour attester de ce qu'ils disent 10 mois plus tard. Ici, ça c'est assez drôle et macabre. En octobre 2010, soit 2 mois avant les élections, l'ONUCI a fait passer un appel d'offres pour trouver des entreprises spécialisées dans les questions mortuaires, la fabrication de cercueils, etc. On se demande bien pourquoi l'ONUCI, 1 mois et demi avant l'élection ivoirienne, cherche à acheter des cercueils. On pourra peut-être qu'un jour ils nous diront. On a ici le JDD, le journal du dimanche, un des fleurons de la presse française, un des plus achetés, qui nous dit « La France doit-elle intervenir pour imposer Ouattara au pouvoir ?» Je pense qu'ils ne se rendent même plus compte, c'était un sondage qu'ils faisaient auprès de leurs lecteurs, ils ne se rendent même pas compte que l'intitulé même de la question est injurieux. C'est illégal, je veux dire que la France n'a pas à imposer qui que ce soit, et on n'a pas besoin de l'opinion des Français sur cette question. On a, par exemple,
Ici, bien sûr, le point dont je vous parlais tout à l'heure, la Suisse bloque d'éventuels fonds de Gbagbo. Ça, c'est mon préféré, c'est le chef-d'œuvre. On a mars 2011, Human Rights Watch, financé par George Soros, qui prêta un avion de campagne à Ouattara, et qu'on retrouve Human Rights Watch impliqué en Libye et en Syrie, toujours dans le rôle du menteur, qui eux disent, alors, les ONG sont les nouvelles, le Grigri dit, les ONG sont les nouvelles informatrices. Parfois préposées à la déstabilisation par campagne de presse, Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars de l'affairiste international et notoire ennemi des États et des frontières, George Soros. Soros a aussi prêté un avion pour sa campagne à Ouattara. Human Rights Watch titre « Les exactions commises par les forces de Gbagbo s'apparentent à des crimes contre l'humanité ». Puis, en sous-titre, « Alors que la crise s'aggrave, les deux camps se rendent coupables de graves abus ». Donc le sous-titre est honnête, enfin relativement équilibré. Le titre, lui, n'incrimine que les Gbagbo. Et c'est en permanent. Là, c'est une sélection, on en a pris 9. On pouvait faire chaque jour 20 captures. Tous les journaux de iTélé, de BFM ont été mensongers, ont omis de rappeler des faits en permanence. C'est-à-dire que le strict minimum, le vadémécum journalistique n'a jamais été respecté. C'est-à-dire qu'on va dire que Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, est un proche de Gbagbo, ce qui est faux, historiquement et humainement. Il a été mis là pour des raisons beaucoup plus géographiques et politiques que par proximité avec Gbagbo lui-même. Mais on n'a jamais dit que la commission électorale indépendante était dans sa composition à 80% ouattariste. Jamais un média français ne l'a dit. Toutes ces choses que normalement on doit, quand on est un journaliste, rapporter systématiquement, amener des correctifs. Moi, à partir du 29 novembre, tous les jours, on me disait, parce que des SMS d'intox circulaient qui disaient « Ouattara gagne, Ouattara gagne », à partir du 29 novembre, moi je répondais à tout le monde, j'attends la décision du Conseil constitutionnel, c'est lui qui dit le droit, c'est lui qui donne la décision finale. Ça n'a jamais été respecté. On n'a jamais pensé qu'il y avait un État en Côte d'Ivoire, qu'il y avait des institutions auxquelles les gens se référaient, auxquelles les gens croyaient. Parce qu'on ne pense pas qu'il y a de la politique réellement. Vous savez tout ce qu'on déclenche? Des ONG avaient accusé le président Laurent Gbagbo de charnier dès 2010. Mais plus grave, c'est l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a mis sur son site internet qu'il y avait des charniers en Côte d'Ivoire dans une zone que le gouvernement leur empêchait d'avoir accès à cette zone. Donc, un ancien député norvégien, Lars Ries, qui a été député au Parlement européen, il a été choqué qu'au XXIe siècle, il y ait des charniers sur une partie d'un territoire et qu'un État refuse à l'ONU d'y avoir accès. Il a payé son avion, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a demandé à ce que l'autorité ivoirienne, notamment le ministre de l'Intérieur, du président Laurent Gbagbo, l'autorise à aller visiter les sites qui ont été indiqués par l'ONUCI. Il a été autorisé, encadré. Et il est allé à l'ONUCI pour prendre les agents de l'ONUCI pour dire allons sur le site, je viens d'obtenir les autorisations pour visiter les sites. Et l'ONUCI lui dit non, il n'y a pas de site. On nous a demandé de mettre ça sur Internet qu'il y a des charniers. Mais comment ça? Ce député norvégien, Lars Ries, a tellement été outré qu'il a fait une conférence de presse pour dénoncer cette cabale. Comment peut-on accuser le gouvernement du président Laurent Gbagbo de constituer des charniers? Et qui accuse le président Laurent Gbagbo, c'est l'ONU. Et l'ONU indique que non, il n'est rien, mais nous avons mis ça sur nos sites. Exactement comme les avions biélorusses. On a accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir obtenu par la Biélorussie une livraison d'armes et de munitions. Et ça, c'est encore l'ONU. Lorsque la Côte d'Ivoire a protesté, que l'ONU a fait son enquête, il n'en était rien. L'ONU a préféré présenter ses excuses à la Biélorussie et non à la Côte d'Ivoire, qui, elle, avait protesté. Qui a produit ce rapport à l'ONU pour indiquer que le président Laurent Gbagbo et son gouvernement avaient reçu des armes? Nous étions en situation de défense. Nous étions constamment attaqués et notre problème, c'était de contenir l'attaque pour donner une chance à la paix. Et ça a été vraiment la seule stratégie. C'est pour ça que j'indique l'état de nécessité. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire autre chose
que de contenir, de retarder pour que la discussion politique puisse aboutir. Donc, tous ceux qui ont accusé le président Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne d'avoir fomenté des charniers, l'ONUCI notamment, n'ont pas pu prouver les éléments de leurs accusations. Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne n'ont jamais constitué des charniers. Aujourd'hui, l'on parle de CPI. Et on déporte quelqu'un qui était dans son palais, qui n'a pas demandé à son armée d'attaquer, qui a été attaqué, qui a une armée régulière qui a riposté. On a amené des mercenaires, on a amené l'ONU, les soldats de l'ONU qui ont combattu, des soldats français, militaires français qui ont combattu pour enlever quelqu'un. Juste à côté, à l'ouest, les hommes de M. Soro Guillaume et Ouattara arrivent dans une ville, d'Uekoué, où se trouvent à 500 mètres des ONG, la Croix-Rouge et autres, où toute une nuit, la ville est encerclée, où se trouvent à 500 mètres des soldats de l'ONU. On encercle une ville, la ville. On fait sortir tous les jeunes, près de 1000, dont on demande les pièces d'identité pour voir de quelle ethnie vous appartenez. Ceux dont l'ethnie ont soutenu Gbagbo, près de 1000, ont été exécutés froidement. Je le dis parce que le rapport de la Croix-Rouge est clair. Madame, pourquoi cette scène-là, où il y a eu 1000 personnes qui ont été exécutées, pourquoi cette scène-là ne fait pas la une du monde entier quand on parle de CPI? Pourquoi les auteurs de cette scène-là, les auteurs de ces crimes-là, n'ont pas fait la une des journaux occidentaux? Madame, il s'agit de 1000 personnes, de près de 1000 personnes. La Croix-Rouge a été claire. Et c'est les hommes de Soro Guillaume qui ont pris la ville. Dans la nuit jusqu'au matin, ils ont fait un rapport. Expliquez-moi, pourquoi ces crimes, près de 1000 jeunes ont été exécutés dans toute une nuit? Les images sont là. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ces pro-Gbagbo qui ont été exécutés, la personne n'en parle? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un qui est devant la CPI. Expliquez-moi. Que fait Gbagbo à la CPI? Quand on parle de crimes contre l'humanité, madame, alors ça, c'est un crime contre l'humanité. Il y en a au moins 1000 qui ont été exécutés toute une nuit par les hommes de Soro Guillaume et de M. Ouattara. Mais non. On met un blackout. Ça n'a rien à voir avec la CPI. Non. On veut casser du Gbagbo parce que ces idées expansionnistes peuvent prendre toute l'Afrique. Donc il faut forcément le condamner. Dans une société soi-disant ouverte, comme dirait Georges Soros, une société de la transparence médiatique, il y a des épisodes coloniaux où on ne sait pas encore, je ne me prononcerai pas par exemple sur ce qui s'est passé à Bouaké, les 10 morts et les 30 blessés français, les 60 et plus morts ivoiriens à Abidjan et les 1000 ou 2000 blessés. Hein, il y a une sorte d'omerta, de, comment vous dites, caméra oscura, là, hein, de chambre noire, hein, où par exemple en 2011, en avril 2011, on ne sait toujours pas le nombre de victimes des forces pro-Ouattara d'un côté, FRCI et Dozo à Abidjan dans l'intérieur du pays, et même des morts des bombardements franco-onusiens, hein, sur, je rappelle, la présidence, les camps habités comme Akwedo et Agban, jusqu'à un CHU ou un supermarché ou des cités universitaires. On ne sait pas combien il y a eu de morts et de blessés. Alors ceux qui le savent, hein, c'est peut-être votre prochaine investigation, c'est la Croix-Rouge ivoirienne et le CICR à Paris et à Genève qui ont les chiffres mais qui ne veulent pas les donner parce que c'est des chiffres ultra sensibles. Le président Gbagbo avait demandé qu'une enquête soit faite pour situer justement les responsabilités. D'abord pour voir le nombre de personnes qui ont péri pendant cette période tragique et puis ensuite pour situer les responsabilités. Malheureusement, l'enquête n'a pas pu aller jusqu'à son terme puisque le président Gbagbo a été arrêté. La ministre de la Santé qui était chargée de faire ces investigations, elle aussi, elle a été arrêtée et on l'a emprisonnée dans le nord de la Côte d'Ivoire
voilà, pendant des mois entiers sans jugement. L'Union africaine a saisi le gouvernement et a saisi M. Ouattara. Le 26 mars 2011, pour dire que M. José Brito, qui est du Cap-Vert, a été désigné pour donc aider à trouver une solution pacifique. Et les discussions sous l'arbitrage de M. José Brito devraient démarrer le 5 avril à Addis Abeba. Et c'est le 28 mars que M. Sarkozy et M. Ouattara décident, au lieu d'attendre que l'initiative de l'Union africaine aille jusqu'à son aboutissement, décident d'attaquer la Côte d'Ivoire et de nous faire la guerre telle qu'elle a été faite. Je ne vous apprends rien. Le 3 et 4 avril 2011, la Lucone est arrivée avec 4 Transvaal, avec 300 mercenaires anti-griffes, mais 300 forces d'élite qu'on appelle la Légion étrangère, débarquées avec du matériel lourd sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et ils ont neutralisé le personnel de la tour de contrôle, ils ont installé leurs propres militaires et ils ont fait atterrir leurs avions et ils ont encerclé, mis dans une maison les gendarmes et policiers ivoiriens qui assuraient la sécurité. Et durant toute la période de bombardement de la présidente de la République et des sites sensibles de l'État, la France était aux premières lignes. Et c'est encore la France qui a encadré les rebelles pour prendre Laurent Gbagbo. Ça rejoint bien ce que je viens de dire sur l'université, parce qu'il y a des symboles auxquels le pouvoir, enfin, le système amalgamé qui a amené M. Ouattara au pouvoir, il y a des symboles qu'ils ont attaqués. Les universités. D'abord, c'est des lieux normaux, hein, dans la situation normale d'un pays, c'est des lieux de contestation, c'est normal. C'est les lieux où on réfléchit sur les questions de société, où il y a des problèmes, des jeunes qu'on forme dans des conditions difficiles. Donc, il y a beaucoup de revendications d'étudiants, d'enseignants, mais également de personnel administratif par rapport à leurs conditions de travail. Donc, c'est les premiers symboles qu'ils ont attaqués, sous prétexte qu'il y avait les milices de Gbagbo sur le campus. L'université d'Aboba, par exemple, ils se sont attaqués en premier à quoi? Au service informatique et puis au service de la scolarité. C'est tout un symbole. Qu'est-ce qu'on vise? C'est la mémoire. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces étudiants? Qu'est-ce qu'il en est des armes qui étaient sur le campus? Il n'y a pas eu d'enquête. L'ONUCI qui est prête à faire des enquêtes pour tout, mais on aurait pu faire une enquête sur les universités qui ont été bombardées. Dans quel pays on bombarde les universités impunément? On ne sait pas pourquoi. L'université, ce n'est pas des bases militaires. On n'a pas fait d'enquête. On n'en parle plus. La France a financé la reconstruction des universités. Parce que quand les derniers moments pour faire l'assaut sur la résidence du président, bon, il faut savoir que le président, il y avait quand même un bouclier humain. Il y avait des jeunes patriotes qui avaient constitué un bouclier humain. Donc tout cela, mais ils n'ont pas fait dans le détail quand les chars avançaient. Il y avait plus de 80 chars de la Lucone et de l'ONUCI qui se sont dirigés vers la résidence du président. Donc, dans le cortège, parce que, bon, attends, il ne faisait pas un défilé le 14 juillet, hein, c'était la guerre. Donc, tout ce qu'ils trouvaient, ils tiraient dessus. Et donc, pour ne pas laisser de traces, ces camions-là, leur rôle, c'était ça. Pour ne pas laisser de traces, ils ramassaient les corps en même temps. Et une chose étrange, ce jour-là, je saute dans mon taxi dans le 13e allant à l'aéroport. Le téléphone sonne, c'est Alpha Blondy. Il me dit, grand frère, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Je dis, oui, je suis dans le taxi, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Il me dit, ne va pas, il ne faut pas y aller, tu vas être un otage, ne le fais pas, grand frère. Il m'a parlé de là jusqu'à l'aéroport, il essayait de me convaincre de ne pas partir. Mais moi, je suis toujours dans le positif, je suis très optimiste. Ça peut même m'amener 2 fois aveugle, mais non. Et puis, à la limite, ce qui arrivera, arrivera. Mais j'avais des familles entières
au Palais de la Culture qui attendaient d'être payés, donc il fallait que j'aille m'occuper d'eux. Si ça dit ça, c'était simplement personnel, mais je crois qu'on ne m'en aurait pas voulu sur le plan administratif que je ne vienne pas. Mais on n'abandonne pas un navire de cette manière-là. Voilà, mais voilà, donc otage. Et je suis dans la même rue que la résidence. Je suis à quelques 400 mètres de la résidence. Et devant chez moi est devenu, toute la rue est devenue un champ de bataille. Les gens sont là, les armes sont là, les blindés sont là. Même pour aller manger un morceau de pain, il faut que les militaires aient pitié comme je bouge. Je prends mon crayon, qui est ma caméra, je filme. Et les boucliers humains, quand arrive le 10, je suis devant l'entrée. Il y a cet hélicoptère qui me vise bien et paf, il rentre dans un endroit, il explose. Tout le monde est mort, découpé sur le sol qui sort indemne de ça. Encore, et je vais passer la nuit du 10 au 11 dans ce bunker où je croyais aller trouver un petit refuge pour que, si je rendais l'âme dans les heures qui viennent, mon épouse et ma famille aient un corps au complet. Eh bien, je vais vivre le bombardement toute la nuit pour finir devant des Africains qui me maltraitent encore, des frères ivoiriens à moi, peut-être des neveux à moi, alors que j'étais déjà blessé, que mon image avait fait le tour du monde. Non, je vais m'achever carrément. Et je perds connaissance, je me trouve dans la forêt assis devant un peloton d'exécution, des gens avec des fusils pointés sur moi et à ma droite des corps alignés. Et là, ces 3 Français blonds, sous leur casque et gilets, qui sont là, interposés entre des frères ou des fils ivoiriens et moi, disant, ce monsieur ne laisse pas là, un type qui dégouline de sang, qu'est-ce qu'on en fait? C'est eux qui vont me sauver la vie. Vous voyez, mais tous ces moments que je vis, j'aurais aimé que ce soit simplement un cauchemar qui passe. M'ayant retrouvé, parce que vous savez, j'étais avec le président à la résidence. Quand nous sommes sortis, c'est là qu'on nous a bastonnés. Alors, quand je regarde les gens, je vois la haine dans les yeux. Je vous l'ai dit, je disais, quand j'étais en prison, qu'on était auditionné par le juge, je lui disais, je dis, monsieur le juge, je ne comprends pas. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne me l'a expliqué. Cette hargne, cette haine dans les yeux de ceux qui étaient en face de nous, ces jeunes gens, avec des armes. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, je me posais la question. Qui vous bastonnait, qui vous chutait, qui vous insultait. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire devant ma fille? Elle alors, elle aussi. On a subi tout ça jusqu'au Golfe. Quand on est arrivé à l'hôtel du Golfe, je me suis dit, ouf, on va rentrer dans le hall, ça ira. Mais quand on est rentré dans le hall, j'ai subi justement aussi, je voulais aller, parce que les gens de l'ONUCI étaient là, je voulais aller sur un, il y a un qui était habillé justement en ONUCI qui m'a poussé. J'ai vu des femmes arrêtées là, j'ai dit, bon, c'était des femmes, peut-être qu'elles au moins, elles ont un cœur. Mais il y a une qui a enlevé sa paire de chaussures pour me gifler, j'ai fait ça. Ah oui. Mais j'en ris, et puis quand, après réflexion, après méditation, j'ai dit, mais c'est de pauvres gens. C'est de pauvres gens. Mais j'ai pitié. Et je ne sais vraiment pas ce qu'on leur a mis dans la tête pour manifester cette haine, cette hargne sur nous. Pourquoi? Mais quand je suis rentrée, quand on nous a fait rentrer dans la chambre, on était 12, nous étions 12 dans la petite chambre du Golfe là. C'est fini. C'est fini. Non, c'est fini. J'ai dit, Dieu merci, je ne suis pas morte. Mais ils m'ont tellement bastonné, humilié. Humilié. Mais l'eût été
combinaison que j'avais en dessous de mon boubou, mais j'étais nue parce qu'ils ont déchiré. C'était parti. J'aurais été nue. Et j'ai dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Qu'est-ce qui se passe? Et on est resté confinés à 12 ou 13 là, dans cette chambre pendant 9 jours. Mais on m'a tellement malmené que j'avais des blessures sur la cuisse que je n'ai même pas senti. Je ne sentais pas la douleur. Il a fallu que je me couche là, et puis je voyais que je saignais. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et 9 jours après, maintenant, bon, et parce que moi je disais, je vais rentrer chez moi. Parce que jusque-là, je dis, je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais rentrer à la maison. Quand le Soro est venu, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, parce que je suis notre Premier ministre, monsieur le Premier ministre, je vais aller chez moi. Il dit, chez toi où? J'ai dit, chez moi à la maison, à la Riviera. Il dit, non, il y a l'insécurité. Il y a quelle insécurité? Bon, si je ne peux pas aller chez moi à la Riviera, je vais aller à Beaunois chez moi. Il dit, de Bassam jusqu'à Noé, vous ne pouvez pas passer, il y a l'insécurité. Bon, d'accord, on va voir. Et c'est après qu'on est venu, bon, comme il y a vos camarades là qui ont demandé à l'ONU ici de les sécuriser, ils sont à la pergola, vous allez partir là-bas. J'allais à la pergola pour me faire sécuriser. C'était en avril. En juin, on vient me dire que je suis inculpé. Au départ, on a appelé des parents qui sont venus parce qu'on n'avait plus rien, qui nous envoyaient des choses et tout ça. Et puis après, on nous dit, vous êtes inculpé. Et c'est comme ça que ça... Vous n'avez plus le droit au téléphone, vous n'avez plus le droit aux visites. À la pergola, on était déjà en prison. C'est mon Dieu qui est fort. C'est mon Dieu. Vous demandez la grâce du pardon, il vous donne le pardon. Il me donne de pardonner à tous ces gens-là. Je leur ai pardonné. Parce que la Côte d'Ivoire doit avancer. Mais si j'ai de la haine dans mon cœur, mais je ne dors pas. Je souffre. Je n'ai pas besoin de souffrir. Je ne veux même pas souffrir. Je veux aimer. Ah, c'était tendu. C'était tendu parce que à tout moment, on pouvait recevoir une balle. À tout moment, on pouvait... Bon, comme c'était le travail. C'était à cause du travail qu'on était là. Donc, chacun faisait de son mieux. Quand j'étais à la résidence du PR, quand les premiers bombardements ont commencé, le président, c'est où la balle... Excusez-moi. C'est où les obus tombent là. Il va. Il était en t-shirt. Le président? Oui. Il était en t-shirt. C'est où les obus tombent là. C'est là-bas, il s'en va. Et après, au troisième, quatrième jour, et puis bon, je vais vous dire, les gars parlent de blocus. Bunker, il n'y a pas de bunker. Il n'y a pas de bunker là-bas. À la résidence, il n'y a pas de bunker. C'est le sous-sol. Et on était au premier sous-sol quand les Blancs ont bombardé le tunnel, parce qu'ils avaient fermé le tunnel. Les Blancs sont venus, ils ont bombardé le tunnel. C'est comme ça que le président nous a dit on n'a qu'à descendre au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol, là-bas, ils ont mis de la fumée noire pour nous tuer, nous tous. Là-bas, on ne peut pas respirer. Donc, vers 10 h, le président nous a dit bon, on n'a qu'à remonter. Quand on est remonté, tout le monde était noir. Il dit bon, allez vous laver, on va déjeuner. Tout le monde s'est lavé. On est allé dans, comment on l'appelle? Il y a une salle là-bas, on appelle salle des ministres. On était en train, ils ont fait la table où on devait déjeuner. Les Blancs sont passés par derrière avec les Mi-24. Pardon, l'ONUCI. Là, cette fois-ci, c'était l'ONUCI. Ils sont passés par derrière avec un Mi-24. Ils ont lancé un obus. L'obus nous a tous dépassés et ça allait dans sa chambre. La chambre du président? Oui, ça allait dans la chambre du président. C'est comme ça le président a dit, bon, ceux qui sont dans ma famille n'ont qu'à partir. Mais tu ne pouvais pas sortir de la résidence. C'était rempli de corps, rempli de corps. On était obligé de passer sur les corps pour sortir. Le président ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les snipers à l'ambassade de France.
le président ne pouvait pas sortir. Le jour où le président a mis pied dehors, il accompagnait Gourou. Gourou, c'est un militaire, c'est lui qui était le chef des opérations. Quand il accompagnait Gourou, dès qu'il a mis le nez dehors, les Blancs étaient à la résidence de France là-bas, les snipers. Ils ont tiré sur le militaire. Le militaire est mort. Il y a les FRC qui sont venus chez moi, ils ont tapé, j'ai ouvert. Ils disent on est venu prendre le matériel. J'ai dit bon, ça y est là. Ils rentrent pour prendre le matériel, c'est ma fille, ils veulent le violer. Donc je me suis battu avec eux. C'est comme ça ils m'ont pris, ils m'ont dévalisé la maison. Ils m'ont mis dans le coffre de ma voiture. On m'amène au golf. Mais arrivé au golf là, c'était l'enfer. Hein? C'était l'enfer. Tu vois cette dent là? Ça vient de ma bouche. À force de me frapper, ma dent est sortie. Il y a un colonel de la licorne qui est venu. Parce que quand on nous a amenés au golf, ils nous ont mis dans les, comment on appelle, au bar. Bon, c'est le bar qui était dans notre prison. Je crois 10 minutes après, le blanc est venu, il dit qui est Serge Bogué. Il dit c'est moi. Il m'a pris de côté. Il m'a demandé si je n'ai pas filmé les événements. Il dit non, j'ai rien filmé. Et il a dit aux gens, ramenez-le chez lui. Donc on me prend, on me met encore dans le coffre de la voiture. On me ramène chez moi. Ils prennent, j'avais 5 ordinateurs, ils ont tout pris. Tout. Les 10 dit tout. On me prend, on retourne. Le même colonel qui revient, qui check. Et puis il me dit, ça c'est quoi? Comment? Ah, je ne connais même pas son nom. Il me dit, mais ça c'est quoi? Tu n'as pas dit que tu n'as rien filmé? Il a pris. Donc je fais 18 jours comment on appelle, au golf. Le 19e jour, on ne sait même pas où on partait. On a atterri, c'est à Bouna. Et on nous met en prison. En tant que moi, je suis diabétique. Quand je rentrais, ils ont pris mes médicaments, ils ont jeté. Ils ont jeté mes médicaments. Donc j'ai fait 8 mois là-bas sans médicaments. Le 11 avril a été extrêmement pénible. Moi, ministre de la Défense, j'ai été informé par le commandant supérieur de la gendarmerie de ce que des chars de l'armée française encadraient des rebelles du MPCI et faisaient mouvement vers la résidence du président Laurent Gbagbo. L'ensemble de nos dispositifs de défense avait été détruit par l'armée française elle-même du 4 au 10 avril. Et l'armée française était appuyée par les hélicoptères de l'ONUCI. Or, dans la résolution onusienne, c'est la France qui constitue une force d'appui de l'ONUCI, et non le contraire. Dans la mise en œuvre du dispositif qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Gbagbo, c'est plutôt la France qui était en première ligne, et puis l'ONUCI jouait les encadreurs. Donc, c'est ce détachement de chars de l'armée française qui a encadré des rebelles du MPCI qui ont fait irruption dans la maison qui avait été bombardée pendant une semaine et qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Et puis les Nations Unies. Tout le monde sait qu'à côté des Nations Unies, Nicoletta, il y a des troupes africaines qui ont participé. À quel titre? En dehors des contingents, burkinabés, sénégalais, béninois, enfin tout ça va se savoir. Au Sénégal, il va y avoir une enquête. Il est question d'aller voir mais qu'est-ce qui s'est passé, quels militaires qui sont intervenus en dehors, parce qu'il y avait des militaires, un contingent sénégalais au sein de l'ONUCI, mais il paraît qu'il y en avait d'autres. À quel titre ils sont intervenus? Tout ça doit se savoir. Nos geôliers de Bouna, parce que les premiers mois étaient difficiles, très durs même.
Bon, parce que, je l'ai dit dans l'ouvrage, quand on arrivait, on a été présentés comme des mercenaires libériens que le président Gbagbo avait recrutés. Nous 7, nous étions des Libériens. Bon, Michel, qui est métis, lui, on l'a assimilé à un Angolais, donc il y avait des Libériens et un mercenaire angolais que Gbagbo avait recruté pour tuer les enfants des gens. C'est comme ça qu'on nous a présentés. Oui, ils l'ont su plus tard. Ils ont su plus tard, parce qu'on est arrivé de nuit, hein, on est arrivé à 4h, 5h du matin, et puis bon, on nous a amenés en prison. Donc, je veux dire, dans cette ambiance, les jeunes, nos geôliers, ils étaient très durs. Bon, ils ont eu des consignes au départ, mais après quand même 2 ou 3 mois, ils se sont habitués à nous, et puis on a raconté un peu notre histoire. Donc, ils savaient plus ou moins. Donc, ils se sont ouverts à nous. Donc, on a vu. C'est des jeunes qui n'avaient plus à manger. Ils n'avaient plus à manger. Et donc, c'est ce que nous mangions qu'ils attendaient qu'on finisse de manger, parce que, je l'ai dit aussi, on nous a nourris, je crois, pendant 1 ou 2 semaines maximum. Après, ils nous ont dit qu'ils n'ont plus de sous pour nous nourrir, donc on devait se débrouiller. Heureusement qu'il y avait dehors de bonnes volontés qui nous ont soutenus. Et c'est avec cet argent-là qu'on les nourrissait également, qu'on les soignait, eux aussi. Dans l'invasion de la Côte d'Ivoire par tous les mercenaires, tous les bandits de tout Akabi, ce qu'on a promis aux jeunes dans certains villages du Nord, c'est que si M. Alassane prend le pouvoir, ils peuvent obtenir le poste qu'ils veulent. Ceux qui veulent être gendarmes, c'est les promesses qu'on leur a faites. Voilà. Donc, dans ces promesses-là, on a pris des jeunes paysans naïfs, voilà, qui se sont embarqués dans l'aventure. C'est à ce moment-là, maintenant, qu'ils se rendaient compte que la réalité était autre. Parce qu'on ne peut pas devenir douanier simplement parce qu'on a combattu. Ou gendarme, ou policier, simplement parce qu'on a combattu. Les tenues, oui, il y en a qui portaient des tenues bigarrées. Le haut douanier, le bas un treillis de gendarme, et ainsi de suite. Ça, on a vu plein de choses. Hein. Ça dénote de la naïveté dans laquelle ces jeunes étaient, de ce qu'on leur a vendu comme rêve, de ce qu'on leur a raconté comme mensonge. Les milices de Gbagbo. Mais c'est qui les milices de Gbagbo? C'est Ouattara qui a des milices. Mais je ne crois pas du tout. En France, quand la France a été occupée, qu'elle s'est retrouvée en guerre, dans les villages, les gens se sont organisés pour défendre leur village. Jusqu'à preuve du contraire, les populations de l'Ouest ou les populations du Sud de la Côte d'Ivoire n'ont jamais quitté le Sud pour aller attaquer quelques personnes que ce soit, dans le Nord de la Côte d'Ivoire, en armes. Donc toute la partie Sud et même Nord, puisqu'ils n'ont rien demandé, eux, ils ont vu du jour au lendemain des gens qui sont venus en armes rentrer avec des armes, avec dire qu'ils sont venus pour telle ou telle chose, étant en situation de légitime défense. On dénie aux Ivoiriens le droit de se défendre. Et on a décidé, c'est pareil, les mots, c'est pareil. On choisit bien les mots. On a choisi escadron de la mort, là, on choisit milice. Donc, les organisations humanitaires ici, beaucoup d'entre elles, à part Amnesty International, sont restées dans l'idée que Gbagbo avait des milices et que nos parents, nos résistants à nous, sont tous des miliciens. Donc, il y a un fonctionnement qui est quand même dépassé. Et le problème, c'est que nous, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut même plus croire au droit. Est-ce que le droit international a été appliqué en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une affaire de pro-Gbagbo ou pro-Ouattara. Et moi, ça me saoule qu'on puisse nous enfermer. On est enfermés dans les cases. Moi, j'en ai marre qu'on nous enferme dans les cases. On ne peut pas nous enfermer dans les cases.